Mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. 18h30 et quelques minutes, nous allons débuter cette séance du Conseil communautaire. Avant cela, je vais céder la parole à notre collègue Didier Castex, qui nous accueille aujourd'hui à Casalis, qui nous a rejoint il y a quelques mois, et nous sommes très heureux d'avoir accueilli, même si les circonstances étaient très douloureuses. Mon cher Didier, je te cède la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, Mesdames et Messieurs du personnel communautaire, mes chers collègues du Conseil municipal. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre commune de Casalis, petit village chalossé de 513 hectares, comptant 137 habitants lors du dernier recensement de 2018. Au vu de sa configuration topographique, l'essentiel de l'habitat est concentré le long de la RD 421, reliant Agenmont à Arles. Un seul quartier, dénommé quartier de la Lande, étant lui situé aux limites de Saint-Cricq-Chalosse et Brassecourt. L'origine du territoire semble très ancienne, à en croire les vestiges d'un camp romain qui aurait été trouvé au bas du coteau que nous occupons et qui domine au sud la vallée du L'Œil de France. Sous l'Ancien Régime, une bâtisse seigneuriale est érigée sur le point haut, près de l'église, passant successivement entre les mains de plusieurs familles, des rois de Navarre au comte de Gramont, baron d'Agenmont, seigneur de Catel. Cette maison fortifiée, déjà en partie démolie, fut entièrement détruite en 1820. Il ne reste rien non plus de l'église originelle de Casalis, totalement détruite et pillée par les Huguenots en 1569. La construction de l'église actuelle, étant datée début du XVIIIe, est dédiée à Saint-Laurent, diacre et martyr romain, patron de la paroisse. Rénovée intérieurement en 2010-2011, elle renferme divers objets mobiliers, classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Autre patrimoine de la commune, la fontaine Saint-Laurent, située chemin du lac, érigée en 1702, dont l'eau bienveillante permettrait la guérison de certaines affections de la peau. L'école communale, fermée en 1987, nos enfants sont aujourd'hui scolarisés au sein du suivi scolaire L'Œil de France, regroupant des communes issues de deux communautés de communes différentes, Argelos, Basserques, Beiris, Castignos-Coussins, Nassier et Momont. Les locaux de l'ancienne école ont été aménagés de façon à accueillir la mairie et l'agence postale communale, cette dernière étant un atout pour notre village qui a pu garder ce service au plus près de ses administrés. L'habitation de l'instituteur de l'ancien presbytère ont été rénovées et abrite aujourd'hui 3 logements communaux. L'ancienne mairie a quant à elle été aménagée en salle des associations, agrandie en 2019-2020 pour accueillir un local essentiellement destiné à la CCA et équipé pour l'éviscération du gibier. La salle polyvalente dans laquelle nous sommes réunis ce soir a été construite en 1986, rénovée, agrandie et équipée de cuisines fonctionnelles en 2007. Commune rurale, quelques exploitations subsistent avec pour activité principale la culture de céréales, maïs, tournesol et comme activité complémentaire pour deux d'entre elles l'élevage et le gavage de canard. Une, l'élevage de couverts à viande, mais aussi un maraîcher qui, en plus de son point de vente à Génocien, offre la possibilité de venir cueillir ses légumes en plein champ. Solidaires, déjà réunis au sein du document, nos agriculteurs sont à l'origine de la création d'une retenue d'eau en partie alimentée par de nombreuses sources, qui, bien que prisée des pêcheurs, permet surtout, grâce à une gestion rigoureuse à NASA, de minimiser aujourd'hui les aléas des variations climatiques sur les cultures. Casalis, petite commune certes, néanmoins dynamique au travers des activités initiées par ses bénévoles et ses associations. Les mains vertes, qui nous permettent au travers d'un florissement harmonieux de conserver une distinction au sein des villages fleuris. La CCA, qui ne ménage pas ses efforts dans la régulation des nuisibles, organise un concours de belote et son traditionnel repas la veille de l'ouverture de la chasse. Le comité des fêtes, qui entre autres animations, nous concocte chaque année début juillet un programme festif de qualité n'ayant rien à envier à des villages d'une autre dimension. Solidaires, ces associations s'unissent chaque année au conseil municipal pour l'organisation du repas du Téléthon. Et je n'oublie pas bien sûr nos deux conseillères, Françoise et Sylvie, qui réunissent chaque premier mardi du mois nos aînés pour une après-midi détente, chaque fois fort attendue.
Vous en savez maintenant un peu plus sur Catalyse, petit village chabossé où il fait bon vivre. Merci pour votre écoute et bonne séance de travail à tous. Merci beaucoup Didier. Je vais procéder à l'appel. Jean Lafitte, Vincent Dartos, Marcel Poulet, Frédéric Lafitte est excusé et représenté par Corinne Gardès. Jean-Louis Laporte est excusé. Est-ce que l'Alain Bonner est présent? Cédric Hers est excusé. Jean-Marc Dupouille, Roland Guichanet, Dominique Last, Daniel Cardone, Didier Castex, Patricia Lamude, Benoît Banconce, Franck Bedin est excusé. Bernard Lavadi, Pinot Philippe, Gilles Couture, Requena, Catu Jean-Claude, Carmen Castro, mon voisin, a donné pouvoir à Jean-Claude Catu, Christian Lafargue, Colette Destrade, Benoît Labatte, Clémence Ponce, Patrice Rayet a donné pouvoir à Benoît Labatte, Cécile Paris-Lansaman, Henri Ternus, Isabelle Samatou, Jérôme Toffoli, Gilbert Lannes, Isabelle Descordes, Denis Dumartin, Christian Boulin est excusé, Philippe Tellet, Stéphane Cabane, Michel Pruc est excusé, Philippe Granger, Pascal Beaumont, David Noguès, Christian Guichenet, Dominique Cazovieille, Anne-Marie Larère, Patrick Passard, Jean-Jacques Dehesse, Jean-Pascal Lalanne, Alain Duluc, Michel Lafenêtre, Chantal Daribert, Céline Labatte a donné pouvoir à Jean Lafitte, André Passicos, Jean-Jacques Danet, Jacques Labenne, Aimé Laborde, Philippe Dutoya, Arnaud Tauzin, Patricia Ferrand, Jean-Marc Fabier, Marion Bergignac, Christophe Tastet, Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Arnaud Fabre, Présent. Olivier Martinez a donné procuration à Julie Souriant, Olivier Ruffia va avoir un peu de retard, on le rejoint, Bernard Tastet, Aurore Rézindé, Didier Dufour, Geneviève Anaclé, Gilbert Dublic et Roland Dufour. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Didier Castex. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la dernière séance du 29 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques, pas d'observation. Je vais le mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, mise en place de la nomenclature N57 à compter du 1er janvier 2023. Donc il s'agit d'une nouvelle instruction budgétaire et comptable qui nous est proposé de mettre en œuvre au plus tard au 1er janvier 2024. Donc nous proposons pour le PCI de la mettre en œuvre dès janvier 2023. Certains y sont déjà passés. Vous aviez les principaux changements résultant de ce référentiel dans la note de synthèse. Je ne vais pas les reprendre, nous avons vu lors de la conférence des maires. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise en œuvre de la nomenclature N57? Pas de questions, donc je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dans la lignée de la mise en œuvre
de la N57, il y a une décision modificative à prendre, c'est là la traduction du passage de la N57 avec l'appurement du compte 1069 par un débit au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé de 94 543,36 € et un crédit au compte 1069 avec reprise sur l'excédent capitalisé, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits. Donc c'est la traduction de cette mise en œuvre, une opération comptable que nous avons à passer. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Donc s'il n'y en a pas, je vais la mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Délibération que nous sommes amenés à prendre chaque année, qui consiste à autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement jusqu'à hauteur de 25% des dépenses inscrites sur le budget primitif de l'année précédente. Donc cette facilité est demandée pour permettre une fluidité dans l'exercice de nos fonctions respectives. Sans doute le faites-vous dans vos communes également. Est-ce qu'il y a des questions sur cette autorisation, sur cette délibération autorisant des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif? Pas de questions, donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Parfait. C'était pas une arnaque. Donc, point suivant, admission en non-valeur de produits irrécouvrables. Cela concerne des recettes qui, malgré plusieurs relances de la perception, demeurent irrécouvrables pour un montant total de 689,62 € et qui portent sur les années 2017, 2019 et 2020 des facturations de centres de loisirs ou des livres non restitués dans les médiathèques. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, réhabilitation de l'office de tourisme à Saint-Sevé, l'hôtel Toulousette, lancement du projet et validation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle. Rapporteur, M. Beaumont. Merci. Donc, je ne sais pas, dans la note de synthèse, je pense que vous avez vu les chiffres également. Nous avons parlé en conférence des maires. Donc, toujours pareil, un prévisionnel qui serait de 2 millions d'euros hors taxes. Donc, 1,2 million pour le bâtiment, 300 000 pour la scénographie, maîtrise d'œuvre 200 000, aléa 300 000. Voilà pour le budget prévisionnel ainsi que les subventions. Donc je peux vous les énoncer à nouveau. Donc l'Europe avec leader pour la scénographie 50 000 maxi, Europe avec leader toujours les travaux d'économie d'énergie pour 50 000, la DETR travaux 40%, la TRAC, alors pour la partie du bâtiment bien évidemment qui est inscrite, 25% du montant. Le département fonds tourisme scénographie 50 000. Toujours le département pour le volet patrimonial, maximum de 15% sur ce qui est inscrit. Ensuite, après la Nouvelle-Aquitaine, la région, le volet tourisme pour les travaux 120 000. Ensuite, après scénographie 10 000.
Et après le volet patrimonial, travaux, partie bâtiment toujours inscrite, maximum 15%. Voilà le prévisionnel et ce que pour la conférence de maire avait été accepté, validé. Et aujourd'hui, si jamais il y avait des questions, je peux y répondre si par cas il y avait un changement sur cette vision des choses. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un souhaite intervenir? Oui, Jean-Marc Radier. Oui, j'aimerais juste savoir, parce que là on a des montants de subventions possibles, j'aimerais juste savoir quelle est au minimum ou au maximum la participation de la communauté de communes à ce projet. Parce qu'on a des subventions prévues, mais dans le meilleur des cas, combien ça va coûter? Dans le moins bon des cas, combien ça va coûter? Alors, ce que je voudrais répondre, c'est qu'effectivement, mathématiquement, ça sera déduit des subventions et des aides que nous aurons, mais aussi, ça dépendra aussi du maître d'œuvre qui chiffrera aujourd'hui en montant que l'on ne connaît pas. Donc, si je répondais, je peux faire juste une soustraction pour dire à peu près ça sera ça, mais tout le monde est capable de la faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le maître d'œuvre, une fois qu'il aura fait son travail et quand nous aurons décidé d'aller plus loin, où on sera beaucoup plus près des chiffrages, et y compris du reste à charge. Bien évidemment aussi, ça dépendra des matériaux, du coût des matériaux et de l'évaluation qu'on avait, puisque si on prenait l'ancien projet que nous avions, aujourd'hui on pourrait estimer qu'on est à entre 20 et 30% de plus sur le coût des matériaux aussi. Donc il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas, mais bien évidemment, je dirais que, et logiquement, ça serait, le reste à charge serait déduit de toutes les subventions qu'on a. Pardon de ne pas être plus précis que ça, mais je ne peux pas faire mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2023-2025 avec la SPL Destination Nantes-Chalosse, rapporteur Pascal Beaumont. Voilà. Donc c'est le renouvellement de la convention triennale qui nous permet de demander des subventions auprès des comités de communes, puisque la SPL étant, il y a comme vous savez, deux comités de communes, Chalosse-sur-Sang et Coteau-Vallée des Luy. De l'œil, je sais pas. De l'œil, pardon. Parce que je ne sais pas, avec Béarn, les Luy, l'œil, bon, chaque fois, une fois sur deux, je me trompe. Donc, Coteau et Vallée de l'œil. Et donc, pour cela, il faut qu'on vous fasse valider une convention qui avait été validée en conseil d'administration auprès de la SPL. Ensuite, elle peut présenter à chaque comité de commune. Et je pense même que Coteau et Vallée de l'œil a voté ça la semaine dernière. Voilà. Donc rien de plus, ce qui nous permet encore une fois d'avoir, comme expliqué, les 400 000 € potentiels et que l'on perçoit en plusieurs tranches et dont la dernière tranche est ajustée en fonction des réels besoins et non pas forcément de les utiliser parce que nous les avons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, des observations? S'il n'y en a pas, je vais la mettre au voie. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, avis sur la demande d'ouverture de dimanche dans l'année des commerces de détail sur les communes de Saint-Sevé et d'Agetmaux pour l'année 2023. Donc au-delà de 5 ouvertures le dimanche, les communes doivent solliciter l'avis de la communauté de communes. La commune de Saint-Sevé a sollicité la communauté de communes pour ouvrir 7 dimanches en 2023 et la commune de Agetmaux pour ouvrir 11 dimanches en 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Je vais la mettre au voie. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, proposition d'attribution d'une subvention en vertu du règlement d'aide en faveur de l'investissement immobilier des entreprises. Rapporteur Gilbert Lannes. Merci. Donc, nous avons été sollicités par l'entreprise SARL Chalosse Medical Service à Gémeaux. Donc, en fait, c'est le magasin orthopédique qui se situe sur la rocade de Gémeaux, côté de Netto. Donc, il y a eu un relooking un petit peu du bâtiment. Le montant des dépenses éligibles est de 9 443,62 €.
Donc nous sommes dans zone centre, donc c'est 20% du montant de subvention possible. Donc il est plafonné à 10 000 euros, mais nous avons là 1 888,72 euros. Je rappellerai que la commission avait donné son aval sur cette proposition. Des questions sur ce dossier? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, vente dans l'eau viabilisée sur la zone d'activité de Guillon à Saint-Sevé. Rapporteur Gilles Bernet. Nous avons été sollicités par la SRL Dubec et Fils, donc électricien à Saint-Sevé, pour nous acheter un terrain à la zone de Guillon. C'est un des terrains qui est derrière Steph. Donc en fait, ils sont candidats à acheter un terrain de 6 555 m². Le prix du mètre carré est de 25 euros suite à la délibération de 2014 du Conseil communautaire et qui a été validé aussi par les services des domaines. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de vendre ce terrain pour 163 875 euros à 25 euros le mètre carré pour l'entreprise du Dubec qui souhaite se développer et donc monter un bâtiment de 2000 m² sur la zone. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Pas de questions? Oui, Anne-Antoine. Oui, c'est une excellente nouvelle, hein, ça sera la première installation sur l'agrandissement de la zone Papin dite Guillon. C'est plus qu'un électricien, hein, c'est une entreprise leader localement dans le photovoltaïque, donc avec vraiment des perspectives de croissance. L'occasion pour moi de poser une question simple. On en est où sur la future accès à entrée par Conin? Je peux comprendre que les études environnementales qui pour porter le projet, lui, puisqu'il aura un magasin de vente, va être intéressé d'être plutôt à l'entrée de Rocade qu'en fin de Rocade, grâce à cette entrée-là. Aujourd'hui, donc, la DRAC nous a demandé de faire une enquête de 4 saisons. Donc, l'enquête 4 saisons qui a démarré jusqu'au 1er juillet, si nos souvenirs sont bons. Donc, ça veut dire que l'enquête dure un an. Et à l'issue de cette enquête-là, malheureusement, il y aura la recherche préventive archéologie. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on ne peut pas commencer sans avoir les résultats de ces deux contraintes administratives. Parce qu'en fait, donc, le premier point, j'espère qu'on ne trouvera rien comme animaux et avec des contraintes zones humides et compagnie. Et pour la seconde, on va creuser les doigts aussi, qu'on ne trouve pas grand-chose. Je voudrais simplement rappeler sur Roland le temps qu'il a fallu entre les premiers coups de pelle et puis le rendu du rapport. Outre le prix. Et les deux ne peuvent pas se faire séquencer, parce que généralement les études archéologiques préventives, c'est sur 10% de la surface. Oui, mais aujourd'hui, pour faire une enquête 4 saisons, on ne peut pas mettre un engin de chantier sur la zone. Ça aurait été bien trop simple. Ce sont malheureusement des contraintes légales qui freinent ce projet qui suit normalement son cours par ailleurs. Ça, on avait vu, tout ce qui est terrain, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant. Approbation du contrat de développement et de transition Adour-Chalosse-Tursan Marsan 2023-2025 avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il s'agit de la nouvelle période de contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ce contrat vient en lieu et place de l'ancien contrat de dynamisation et de cohésion territoriale pour la période 2020-2022. Il permet de solliciter des fonds pour le développement local, investissement ou ingénierie. Donc les communes ont été sollicitées par le PETR qui a recensé l'ensemble des projets qui, sur le territoire donc, du PETR, 6 communautés de communes plus l'agglo du Marsan, qui ensuite en lien avec la région fait un pré-tri et ces projets seront présentés à l'Assemblée délibérante régionale cette fin de semaine, jeudi ou vendredi prochain. Il convient au préalable qu'ils soient validés par les différents organes délibérants, à savoir les 6 EPCI et l'agglo du Marsan.
À noter qu'au fil de l'eau, il est possible de faire remonter des projets au PETR qui pourra, en fonction de la nature du projet, les inscrire dans cette contractualisation. Juste un complément de réponse pour Jean-Marc Fabier. Jean-Marc, on a inscrit l'Office de tourisme dans la contractualisation. Les montants qui ont été donnés dans la délibération précédente sont ceux qui répondent au règlement d'intervention. Là, on peut espérer, escompter avoir des fonds supplémentaires, mais impossible de dire combien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet aléa de ne pas pouvoir définir aujourd'hui, entre tout, de pouvoir pas pouvoir définir précisément, et c'est aussi pour ça qu'on a mis 300 000 € d'aléa sur le projet. Est-ce que vous avez des questions sur ce contrat de développement et de transition avec la région? Vous avez les projets qui concernent, qui vous ont été adressés, notamment vous avez pu voir ce qui concernait les communes de la communauté de communes ou la communauté de communes elle-même. Pas de questions? Donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec le Conservatoire des Landes, rapporteur Gilles Couture. Bien, donc ce point fait suite à la délibération que nous avions prise le 22 mars 2022 à Manos. Nous avions approuvé le pacte triennal 2022-2024 avec la contribution qui était à l'époque de 100 737 €. Depuis, il y a eu la conférence des financeurs qui s'est réunie début octobre. Donc la contribution a été revue un petit peu à la hausse et on nous a demandé donc pour lisser cette augmentation de revoir le pacte triennal et de maintenant le fixer sur 3 ans, 2023-2025. Voilà un petit peu l'objet de la délibération. Donc on passe de 100 737 € à 104 569 €, soit 2,70% d'augmentation. Moi, je voudrais témoigner de l'échange qu'il y a eu en commission de culture. Je suis surpris d'ailleurs que le compte rendu n'ait pas été transmis à l'ensemble des conseillers communautaires, puisque, sans travestir ce qui a été dit, on a quand même eu l'impression en commission de culture qu'il y avait une majorité des participants qui trouvaient cette somme totalement déconnectée d'une équité communautaire et qui, au sujet de la commission, il aurait été utile de ne pas signer cette convention pour vraiment se poser des questions sur le long terme. Est-ce qu'on a vocation à avoir une partie du territoire pour laquelle on verse 1 000 € par élève, une structure qui dépend d'une organisation départementale, alors que sur le reste du territoire, on est en soutien sur les structures associatives pour lesquelles le conseil communautaire ne donne que 150 €. Donc là, on dit 2%, c'est quand même 10 000 € de plus. Donc on a beaucoup de politiques publiques sur lesquelles on a des besoins importants. Je pense à la voirie, je pense au social, dont le déficit augmente chaque année. C'est la dernière politique, une des dernières, qui n'a pas été harmonisée. Il y a eu des harmonisations sur d'autres... Une des dernières, il en reste encore, mais il y a eu d'autres politiques qui ont été harmonisées. Bizarrement, celle-là, on s'interdit de l'harmoniser. Bien. Alors, pour répondre un peu, je vais faire la conférence des maires. En réalité, quand on a créé donc, la médiathèque et l'école de musique à Jetmont, où je portais le projet, donc, effectivement, on s'était posé la question de savoir si on ne pouvait pas la passer associative comme était Doisy, comme était Samadé ou comme étaient des autres associations musicales donc, autour. Et nous avons consulté l'harmonie de Jetmont pour savoir si effectivement, dans ce cadre d'un nouveau projet, on pouvait organiser donc, une école de musique et la gérer.
Après 4 ou 5 réunions, ils sont revenus vers nous et effectivement, ils nous ont proposé un projet de reprise, donc de suivi de cette école de musique. L'inconvénient, c'est que ce qu'ils nous proposaient nous coûtait plus cher que le conservatoire que l'on avait. Et avec des contraintes qui n'étaient pas celles que l'on avait auparavant, puisque à Gémeaux, on avait déjà le conservatoire, donc on pouvait juger les deux. Voilà. Donc ce qui fait que quand on a créé l'école de musique, comme on n'avait pas d'association qui pouvait la reprendre, que Samadé aussi avait déjà sa propre école, que Loisit avait sa propre école, et que l'harmonie de Gémeaux, parce que les autres financent leur école de musique à travers leurs prestations, souvent au niveau des courses hollandaises, voilà, donc ils réinvestissent dans leur école, et qu'on n'avait pas ça sur la GEPO, on est resté effectivement sur le conservatoire. Alors, pourquoi? Parce qu'on avait un enseignement de qualité, mais également parce qu'on pouvait proposer d'autres instruments à travers l'école de musique de la GEPO qui n'étaient pas dans les harmonies qu'on trouvait à côté. Le piano, la guitare, il y avait la harpe, je me rappelle, et voilà. Donc tout ça fait qu'on est resté au conservatoire, qu'aujourd'hui on avait rempli quand même donc, l'école de musique. Malgré les coûts et tout ça, certes ça coûtait à la collectivité, mais on avait quelque chose de qualité et effectivement ça répondait à nos attentes derrière. Voilà. Non, c'est juste pour pas redire ce que j'avais pu se dire en conférence des maires, mais je ne reviendrai pas sur le statu quo, l'évolution. Ce qui me chagrine, et je peux m'expliquer parce que je pense que c'est pas forcément bien compris la semaine dernière, c'est pas le fait de rester au conservatoire qui me pose le problème. C'est le différentiel, c'est ce qu'avait dit en gros Alain à ce moment-là, et je pense qu'il est urgent de chercher une évolution pour que les soutiens aux autres écoles soient plus en adéquation avec les sommes inscrites là. Ce qui me dérange fondamentalement, c'est que d'un côté, il y a une évolution, quelqu'un sur le coup de départ et d'un autre, mais bon, on n'est pas au niveau du dôme, mais je profite du moment pour l'exprimer. Moi j'en profite parce qu'on en a parlé la semaine dernière en conférence, mais il y aurait peut-être aussi une question à se poser. Philippe vient de nous expliquer que ce schéma-là avait été choisi parce qu'il y avait aussi une diversité d'instruments. Peut-être avoir un retour sur la situation, le nombre d'élèves qui font des instruments différents des harmonies qu'il y a autour. Également peut-être savoir le nombre d'élèves qui participent à ces formations. Est-ce qu'il y en a des retours dans les harmonies? Est-ce qu'ils jouent dans les harmonies qu'il y a dans la communauté des communes? Avoir peut-être aussi pour la situation en 2022 des bénéfices de ce schéma. Moi, je voudrais les hésitations de Philippe, je les comprends. On les a eues à Saint-Sevé aussi quand on est sorti du conservatoire en 2015. Mais 6 ans plus tard, puisqu'il y a une école associative qui a été créée, alors il faut trouver des bénévoles. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication des élus, ça demande de responsabiliser aussi ceux qui bénéficient de la musique, les élèves, leurs parents et les associations qui accueillent derrière ces musiciens. Mais Saint-Sevé aujourd'hui, pour 19 000 € de subvention municipale, et non pas 99 000 ou 100 000, on a cours de hautbois, cours de violon, cours de piano, cours de contrebasse, de tuba. On accueille tous les instruments que demandent les élèves. Et sur les 6 enseignants, il y en a 5 qui ont été par le passé enseignants au conservatoire. Donc l'argument, c'est plus de diversité d'instruments, mais il faut. Il y avait eu un tableau qui avait circulé l'an dernier, il y a 2 ans, sur la diversité des instruments entre ce qui était proposé des écoles associatives et au conservatoire d'Agenmo. C'est grosso modo à 80% des instruments classiques qu'on trouve partout. Hein. Et quant à l'argument du niveau, je crois, mais ça peut peut-être changer, que l'immense majorité des enfants qui sont au conservatoire à Agenmo sont en premier cycle, deuxième cycle. Il y en a quasi très très peu en troisième cycle, et encore moins en cycle supérieur. En fait, on est
met dans des conventions qu'on renouvelle tous les 3 ans parce qu'on sait qu'on doit payer une année pour en sortir, il y a tôt ou tard, avec 100 000 euros de coût, 1 000 euros par élève, alors qu'un enfant qui est accueilli à un système associatif, ça coûte entre 500 et 650 euros. Le coût complet. Hein. Donc le coût public, on donne 200 à 300 euros par enfant. Il faut tôt ou tard sortir de ce système. Bien. Voilà, bon, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit à la conférence des maires. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est comparatif entre 2 compétences, c'est-à-dire la compétence ici enseignement musical et la compétence service à domicile. Donc, 3 communautés, 3 visions différentes. Pour l'enseignement musical, les 2 communautés sur 3 avaient dit on ne prend pas cette compétence. On laisse ça aux communes via souvent des associations. C'était le cas de Tursan, c'était le cas de CSEV, de Cap de Gascogne, pardon. Et la 3e communauté, Philippe l'a expliqué, a décidé d'adhérer au Conservatoire des Landes. Ils ont mis les moyens qu'il fallait, etc. Voilà. Effectivement, quand on a fusionné, ces moyens sont arrivés dans la corbeille. Autre compétence, la compétence service à la personne. 3 communautés, 3 visions différentes. 2 communautés ont dit, on ne prend pas la compétence. On laisse ça aux communes ou au milieu associatif. Le Tursan, l'ADMR, c'est CRS de Jaune. À Genmo, c'est CRS à Genmo, l'ADMR. Une autre communauté a fait notre choix. Cap de Gascogne a dit, on crée le CIAS pour tous les bénéficiaires de Cap de Gascogne. On a fusionné, on est resté sur ce schéma-là, aussi bien pour l'enseignement musical que pour le service à la personne. Comment? Le minibus, on n'a pas supprimé le... Ah, voilà, le minibus. Voilà, le minibus. Alors effectivement, bon, c'est vrai que le minibus, on l'a supprimé, on aurait dû reverser effectivement aux communes du Cap de Gascogne un lancer peut-être. Et c'est vrai, bon, je suis mal placé pour le dire parce que j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai traîné un peu les savates par rapport à ça. Et c'est vrai que le dispositif roulant solidaire, ma foi, je crois qu'il remplace pas mal. Même mieux. Ah bon. Disons que moi je suis assez satisfait. Bon, au départ, je craignais que les gens partent faire les courses ailleurs, mais c'est pas du tout le cas, et voilà, ça fonctionne bien. Voilà, donc voilà un petit peu, bon, ça vaut ce que ça vaut, ma comparaison. Et voilà, alors si on veut tout harmoniser, imaginez qu'on harmonise service à la personne, dans quel sens? Dans quel sens? 100 000 euros. Ah oui, non, mais c'est... D'accord. Imaginez qu'on harmonise, par exemple, le service à domicile, on dit, bon, mais plus de CIAS, on laisse ça aux communes ou à l'associatif. Non, c'est un peu bon. C'est tout. Après, effectivement, si, bon là, on nous propose de repartir sur 3 ans, si dans les 3 ans, au niveau d'Ageno ou autre, il y a des velléités pour créer quelque chose, tout à fait, je pense que tout le monde sera favorable. Mais pour l'instant, bon, c'est pas le cas. Voilà. Merci. Donc avant de mettre au voie cette délibération, quelques précisions. D'abord, je rappelle que le 22 mars dernier, nous avions délibéré sur une convention à hauteur de 101 537 euros. Que ça n'avait pas fait grand débat, néanmoins l'augmentation n'est pas de 10 000 euros mais de moins de 3 000 euros, je crois quand même qu'il faut le préciser. Les instruments, oui c'était la même chose, c'était 2022, 2023, 2024. Les instruments proposés différents, il y a tous les cordes de violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, guitare, les polyphoniques, piano classique, accordéon, les musiques traditionnelles, les percussions afro-cubaines, les musiques actuelles, les classes de chant lyrique, et je peux encore vous faire donner d'autres informations. Simplement, en termes d'évolution, je veux quand même rappeler, que cela soit clair pour tout le monde, qu'il y a eu des évolutions.
puisque lorsqu'il y a eu la fusion des communautés de communes, comme l'a rappelé très justement Philippe, l'ex-HCU était doté du conservatoire départemental. Les autres communautés de communes ne finançaient pas les écoles associatives du territoire. Donc une volonté a été portée d'avoir de la diversité sur le territoire et à partir de là de financer les écoles associatives, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, juste quelques précisions. Donc, et comme je l'ai dit la semaine dernière, nous étudierons la possibilité d'augmenter la participation de la communauté de communes. Il y a eu des témoignages sur la difficulté que certaines associations rencontraient. Lors du tour de table avec les financeurs, le département a également indiqué qu'il ferait le diagnostic des associations sur le territoire parce que nous pouvons être présents partout, parce qu'il y a la participation intercommunale, mais il y a une large participation du département, il faut le rappeler aussi, et nous pouvons être présents partout avec l'école départementale. Ils vont prendre attache auprès des associations pour voir comment également les accompagner. Voilà. Donc, moi, je vous propose le renouvellement de cette convention pour une durée de 3 ans. Qui est contre ce renouvellement? Je n'ai peut-être pas compris. C'est territorialisé, disons, les écoles de musique. Ça veut dire que l'enfant de l'arrondissement de Saint-Mandé voudrait s'inscrire à Gémeaux. Oui, absolument. Absolument. Il y en a quelques-uns, Doris, de Payros, je ne sais plus en tête exactement, mais de Saint-Mandé d'ailleurs, effectivement. On est limité par les places. Oui, mais tous les enfants du territoire peuvent y accéder. Il reste des places, mais en fait, du coup, le calcul de 104 000 € là aujourd'hui, c'est forfaitaire. C'est forfaitaire par rapport au nombre d'élèves qui ne sont pas en fait. C'est forfaitaire. Alors, je m'excuse, j'étais pas là à la conférence des maires, j'aurais aimé aussi apporter mon regard là-dessus. Je pense que mes collègues ont eu la même chose, c'est pour ça que je ne prends pas la parole. Juste par rapport à la discussion, la dernière commission culture l'année dernière, on avait déjà eu ce débat. Alors, effectivement, on n'a pas insisté le jour de la réunion du vote, on l'avait déjà eu en commission culture. C'est une des choses qu'on a à chaque fois, parce que c'est la somme par élève semble. Et surtout, sans aucun regard, je rejoins mon collègue, sur le retour de qu'est-ce qu'ils font sur le territoire. Ben, écoutez, on demandera au Conservatoire des Landes de nous faire un bilan d'activité sur le territoire. Parce que très clairement, l'associatif, systématiquement, il participe 11 novembre, 8 mai, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de passerelles entre le Conservatoire départemental et les associations. Donc, je vais mettre en voie cette délibération qui est contre son adoption. Qui s'abstient. 1, 2. Je vous remercie. Donc, le point suivant, Gilles Couture. Donc le point suivant, c'est pour les subventions pour les écoles de musique associatives, donc pour un montant global de 27 150 €, c'est-à-dire 150 € par enfant, effectivement, qu'on pourra réévaluer. À noter qu'il y a plus d'enfants que l'année précédente. L'année précédente, il y avait 156 enfants et là, il y a 181 enfants. Voilà. Les détails, bon, voilà, je ne sais pas s'ils y sont. Ils y sont, voilà, vous avez les détails, donc il n'y a pas de problème. Des questions sur cette délibération? Donc, on va mettre au vote qui est contre son adoption. Qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, les fonds de concours aux communes. Alors, il vous est proposé d'attribuer une subvention d'équipement à la commune de Peyre pour contribuer aux travaux d'aménagement d'une zone de plaisir et de loisirs au centre-bourg. Une subvention à la commune de Sainte-Colombe qui va reconstruire le mur communal du local de stockage. Une subvention à la commune de Fargues qui va remplacer l'éclairage de la salle polyvalente. Une subvention à la commune de Montgaillard. Alors, réfection et rénovation
énergétique d'un logement communal, Patrick. Oui. Il y a eu un mauvais copier-coller là sur... Entre eux, on va le mettre. Mais c'est et attribution d'une subvention à la commune de Serlous pour des travaux de construction d'un logement pour l'habitat regroupé. Donc je vais mettre aux voix, si vous avez des votes dégroupés sur ces différents fonds de concours, vous me le dites, sinon je mets l'ensemble aux voix. Qui est contre l'adoption de ces fonds de concours, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant, transition énergétique, donc il vous est proposé d'adhérer à la prestation maîtrise de la demande à l'énergie proposée par le SIDEC. Cette convention nous propose de réaliser des bilans énergétiques afin de déterminer les mesures qui viseraient à améliorer l'enveloppe thermique des bâtiments, les équipements techniques, ainsi que étudier la possibilité de production d'énergie photovoltaïque. Cette adhésion n'engendre pas de cotisation supplémentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est renouvellement d'un contrat de travail. Il vous est proposé de créer un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet à compter du 1er janvier 2023. En fait, le cadre existant ne convient plus avec les évolutions législatives. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais mettre aux voix qui est contre l'adoption de cette délibération, qui s'abstient. Je vous remercie. Avant de céder la parole à Didier de nouveau, vous rappelez que les vœux intercommunaux auront lieu le 13 janvier prochain. Merci de faire part de votre réponse au service avant vendredi. Je veux également remercier les élus du conseil municipal de Casalis qui sont présents et qui nous accueillent. Et puis, prochaine conférence des maires, je pense que ce sera Clède, Patricia, ce sera bon. Et ensuite, nous enchaînerons par coup dur pour le prochain conseil communautaire. Ce sera bon aussi, parfait. Donc je vous remercie à toutes et tous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je cède la parole à Didier. Merci Madame la Présidente. À mon tour de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'était notre dernière assemblée communautaire. Et je vous invite à vous diriger vers le buffet qui va vous être servi par le conseil municipal. Merci, bonne soirée.